Bon, fait que on peut commencer. Je vais présenter Geoffroy. Fait que Geoffroy est étudiant au doctorat là, sous la direction de Simon Thibault du département de physique. Fait qu'en fait, Geoffroy est inscrit au doctorat en physique officiellement et sous ma co-direction aussi. Geoffroy, tu as commencé ton doctorat exactement il y a un an et Euh, demi, 2 ans? Je me rappelle plus. le doctorat, c'était à l'été 2019. Ah, j'étais pas loin. Aux 2 ans. études graduées depuis 2017, un peu sur le même projet, depuis Super. l'automne 2017. C'est ça. Fait que dans le fond, Geoffroy avait commencé sur ce projet à la maîtrise, il a poursuivi au doctorat. Là. Fait que c'est pour ça que des fois, la date de fin et de début est un peu floue. Mais donc, Geoffroy, ben, il va vous parler de ses travaux, mais il a déjà eu un bon impact là, dans le domaine de la conception optique. Là, deux articles importants là, qui ont été publiés à Optics Express dans les 2 dernières années. Puis même qu'il a attiré l'intérêt de compagnies, puis il est en train actuellement d'explorer l'application de ces travaux là, avec un gros manufacturier de lentilles mondial. Fait que c'est très, très prometteur. Il y a même, on voulait faire le trademark là, de notre fameux LensNet. Malheureusement, on s'est rendu compte que ça a déjà été, ça a déjà été fait. Fait que ça a été la grosse déception. Mais je vais laisser Geoffroy vous en parler plus en détail. Je vais juste rajouter vite, vite aussi là, que Geoffroy est boursier là, du CRSNG, mais aussi a obtenu des bourses là, du SPIE là, en optique, en optical engineering, 2 fois. Puis là, maintenant, il vient d'avoir une troisième, là, une bourse Kidger, très prestigieuse dans le domaine du design optique aussi. Fait que ne laisse pas sa place. Fait que j'ai bien hâte de l'entendre parler de ses travaux. Fait à toi la parole, Geoffroy. Merci beaucoup, Jeff. Je ne m'attendais pas à avoir une introduction aussi punchy. C'est pour ça. Je me suis pratiqué longtemps. C'est bon, c'est bon. Vous voyez mon écran en ce moment, je Oui. pense. OK. OK, donc c'est ça. Je suis étudiant au doctorat sous la supervision de Simon et Jean-François. Donc, quand on combine les deux groupes, ça ne devrait pas être surprenant de voir que le sujet de ma présentation, ça va être sur comment utiliser les données en conception optique. Donc, ça, en fait, c'est un problème qui est assez intéressant. D'abord, c'est quoi qui n'a pas été exploré beaucoup jusqu'à présent. Cette idée-là d'utiliser les données en conception optique, donc de créer des approches qui sont basées sur les données ou l'apprentissage automatique. Là, on s'y met plutôt à des approches traditionnelles dans ce domaine-là. Puis, à mon avis, ce problème-là, c'est vraiment intéressant, le problème d'utiliser les données pour la conception optique, parce que la conception optique, ben, ce n'est pas un problème de régression ou de classification comme on est habitué de voir. Ce n'est pas non plus vraiment un problème de génération de données. En fait, c'est un problème de design, donc ça vient avec des défis qui sont assez particuliers, que personnellement, je n'ai pas vu beaucoup dans la littérature. Donc, je vais quand même présenter les choses dans l'ordre. Je vais expliquer c'est quoi la conception optique. Là, plus, je vais essayer de faire ça plus de façon intuitive, donc pas rigoureux. Ce ne sera pas un cours ou quoi que ce soit. Juste donner un aperçu, en fait, de pourquoi on s'intéresse à ça, c'est quoi le domaine, qu'est-ce qui se fait, en fait, dans ce domaine-là, puis comment on peut utiliser l'apprentissage automatique pour créer des outils, finalement, pour les concepteurs optiques. Ensuite, je vais. Geoffroy, je ne sais pas si tu es encore sur ta première slide, mais nous, on voit la première slide. Oui, je suis encore OK, c'est bon. sur la, Je voulais la être sûr. première slide. Ben, c'est juste arrivé récemment dans un autre meeting. Là, je sais Ouais, c'est bon. OK. Note pour la prochaine fois de mettre un plan de présentation en bonne et due forme. Donc, c'est ça. Ensuite, je vais présenter une contribution qu'on a amenée au domaine. Donc, un outil relativement concret pour les concepteurs optiques. Finalement, je vais conclure en faisant un lien avec comment on peut utiliser les outils qu'on voit aujourd'hui pour intégrer ça en vision numérique. Donc, je vais commencer avec ce schéma-là que plusieurs d'entre vous avez probablement vu pour la dernière fois au cégep ou au secondaire dans un cours de physique optique. Donc, c'est quoi ça? C'est la lentille parfaite ou lentille paraxiale. La lentille parfaite, elle permet d'imager, comme son nom le dit, de façon parfaite. Donc, toute la lumière qui vient d'un certain point dans l'espace objet va converger dans un autre point dans l'espace image de façon idéale. Donc, il n'y aura pas d'aberration ou quoi que ce soit. Lentille parfaite, on garde seulement un paramètre pour la caractériser, qui est sa longueur focale. Donc, si la lentille est convergente, comme on voit en haut, ça va être une focale positive. Si c'est divergent, ça va être une focale négative. C'est aussi utilisé, ça, ce modèle-là, en vision
souvent quand quand on veut un modèle en fait pour la caméra, là, surtout dans des applications où on veut essayer de comprendre la géométrie de la scène. Donc, si on connaît déjà la focale, ça peut aider pour avoir c'est ça, là, un modèle de l'optique. Puis sinon, on peut aussi essayer de retrouver la focale à partir des images en tant que telles. Donc, comment on arrive à ça, la lentille parfaite? C'est en faisant l'approximation des petits angles, ce qu'on appelle aussi l'optique de premier ordre. Donc, ici, on assume que le sinus de x est approximativement égal à x. Ce qui est valide, c'est ça, là, pour des petits angles. Ça fait en sorte que ça va grandement simplifier notre loi de Snell. En fait, elle va devenir linéaire. Et puis la loi de Snell, c'est aussi la loi de la réfraction. C'est un peu ça qui est à la base de la conception optique. Donc, une fois que la loi de Snell est linéaire, ben, ça nous amène à notre lentille parfaite qu'on avait, ou en fait, qui est parfaitement imageante, sans aberration. En fait, quand on trace des rayons avec la loi de Snell comme telle, sans faire l'approximation, on se rend compte que deux systèmes qui ont la même optique de premier ordre, donc qui ont la même focale, par exemple, ne vont pas avoir la même performance optique à cause des aberrations. Donc, ici, en voici un exemple. En fait, on utilise la même lentille simple qu'on fait seulement. En fait, on va seulement la changer de bord, puis on va se rendre compte que ça va amener beaucoup d'aberrations dans le système si elle n'est pas dans le bon sens, si on veut. Intuitivement, on peut comprendre dans cette configuration-là que les angles d'incidence de la lumière sur la surface elle-même vont être vraiment plus modérés dans ce cas-là. Donc, la loi de Snell va réagir de façon plus linéaire dans ce cas-là, puis c'est ça qui fait en sorte qu'on va avoir moins d'aberrations dans notre deuxième configuration. Ici, un petit détail, ce qu'on voit en orange ici, c'est le diaphragme d'ouverture. C'est ça qui va limiter la quantité de lumière qui rentre dans le système. Donc, si on a plus de lumière qui rentre dans le système, que le diaphragme d'ouverture est plus grand, on va avoir plus d'aberrations à corriger. Donc, la tâche du concepteur optique va être plus difficile, mais en contrepartie, on peut réduire le gain de notre caméra, par exemple, parce qu'il y a plus de lumière qui va rentrer, puis aussi, ça va permettre de résoudre des détails plus fins à cause de la diffraction, que j'aborderai pas plus que ça ici. Un autre détail ici, ce qu'on voit ici, c'est des rayons qui proviennent d'un champ à 0 degré, là, donc des rayons qu'on appelle sur l'axe. Donc, c'est comme si on regardait vraiment dans l'axe de symétrie de notre système optique. Puis aussi, l'approximation qu'on fait souvent, c'est que les rayons, ou plutôt notre objet est à l'infini, ce qui est souvent valide parce que quand on considère en fait la taille de notre système optique versus la taille de la scène, la distance entre la scène et notre caméra, donc c'est ça l'approximation qu'on va faire durant toute cette présentation-là. Donc, en fait, là, on était plutôt satisfait de notre performance, mais si on regarde à un autre champ de vue, là, donc ici, c'est un champ vraiment modéré de seulement 7 degrés. Ce qu'on voit ici, on voit que la performance, elle se dégrade vraiment rapidement. Et puis en fait, si on voulait mettre un capteur ici, là, un capteur plan, donc pas un capteur courbé, parce que avoir ça, c'est plus rare, bien là, il faudrait vraiment faire un compromis entre la performance sur l'axe et la performance hors axe. Donc, ça montre rapidement un peu les limites qu'on a avec le nombre de degrés de liberté qu'on a avec la lentille simple. C'est pour ça qu'on va vouloir ajouter des degrés de liberté, c'est-à-dire en rajoutant d'autres lentilles pour pouvoir corriger plus d'aberrations. Donc, pour l'instant, on va garder la même lentille encore, puis on va revenir sur l'axe, mais on va tracer d'autres couleurs. Parce que jusque-là, on traçait seulement la longueur d'onde dans le vert, là, pour être précis, à 587 nanomètres, qui est un peu la longueur d'onde de chouchou des concepteurs optiques. On va tracer aussi dans le bleu et dans le rouge, puis on va voir que ça va induire de l'aberration chromatique. En fait, l'origine de ça, ce n'est pas le fait que la loi de Snell est non linéaire. Ça a une autre origine, c'est le fait que chaque matériau de verre va avoir sa propre courbe de dispersion. Donc, son indice de réfraction va varier en fonction de la longueur d'onde d'une certaine façon. Puis il n'y a aucun verre qui n'a aucune dispersion. Donc, c'est toujours quelque chose qu'on a à gérer dans les problèmes de conception optique, cette aberration chromatique-là. Donc, je vais vous expliquer vraiment rapidement une astuce qui est utilisée par les concepteurs optiques pour corriger l'aberration chromatique. Donc, l'idée ici, c'est qu'en passant de notre lentille simple à notre doublet, on veut garder la même focale au final.
Donc, si on veut racheter une autre lentille divergente, bien là, il va falloir que notre première lentille soit plus convergente qu'elle était avant. Notre lentille divergente ne sera pas aussi puissante que la lentille convergente parce qu'on veut que la somme des deux soit encore convergente, comme on voit ici. Puis là, vu que notre doublet est pas aussi puissant, plutôt, vu que notre lentille divergente n'est pas aussi puissante que notre lentille convergente, la stratégie qu'on va utiliser ici, c'est d'utiliser un verre qui disperse plus la lumière. Donc, même si le verre divergent va être moins puissant, il va avoir le même effet sur l'aberration chromatique que notre premier verre. Donc, ça va permettre de corriger l'aberration chromatique. Jusque-là, on voyait des lentilles qui étaient quand même simples. Juste pour vous donner une idée, ça, c'est la lentille double gaz, c'est quelque chose qui est souvent utilisé comme point de départ pour des designs en conception optique. Donc, ça va permettre d'aller chercher des ouvertures qui sont vraiment plus intéressantes, puis aussi des champs de vue qui sont plus intéressants également. Vraiment rapidement, ce qui fait le succès de la lentille double gaz, c'est le fait qu'il est approximativement symétrique, comme on voit là, de part et d'autre du diaphragme d'ouverture. On a un design qui est environ symétrique. Ça, c'est une autre astuce que les concepteurs optiques utilisent parce que, en fait, si on a un système qui est purement symétrique, ça va permettre de corriger plusieurs aberrations, comme l'aberration, en fait, l'astigmatisme ou le coma. Par contre, on ne veut pas une lentille purement symétrique non plus parce qu'on ne pourra pas avoir un grandissement autre que 1, puis ça va venir aussi avec d'autres contraintes. Donc, c'est ça. Jusqu'ici, on a vu 3 astuces qui sont utilisées par les concepteurs optiques pour faire des nouveaux designs. Ça va m'amener à la question suivante. Est-ce qu'il y aurait moyen, en fait, pour un modèle d'apprentissage, si on lui fournissait assez de design en entrée, qu'il soit capable un peu de décoder ces designs-là et de comprendre c'est quoi les caractéristiques qui font que les designs sont bons, et finalement recombiner ces caractéristiques-là ensemble pour créer des nouvelles formes de solutions. Donc, on va garder ça en tête pour l'instant. Je vais y revenir par après à cette idée-là. Pour l'instant, pour clore la boucle, en fait, dans la conception optique, il y a aussi beaucoup d'autres contraintes qui viennent en jeu. Donc là, on parlait seulement des aberrations pour la performance optique, mais il y a aussi des contraintes de coût, de taille, de poids. Également, on veut que nos designs soient manufacturables. Par exemple, on ne veut pas que nos lentilles soient trop minces et qu'elles soient trop cassantes. Donc, on doit prendre tous ces aspects-là en jeu et puis possiblement les cibler dans notre fonction de coût, notre fonction de mérite optique. Maintenant, je vais donner un aperçu vraiment grossier du processus de design en conception optique. Là. Donc, la journée typique d'un concepteur optique, si on veut, dans le but de montrer un peu c'est quoi les enjeux dans ce domaine-là, puis comment que l'apprentissage automatique peut aider pour créer des outils pour les concepteurs optiques. Donc, assumons d'abord qu'on sait déjà quel champ de vue on veut, quelle ouverture on veut, puis c'est quoi nos autres spécifications. Ayant ça en main, la première étape, ça va être de trouver un point de départ, donc un design qui répond déjà approximativement à ces spécifications-là. La raison, en fait, c'est que nos méthodes d'optimisation sont vraiment limitées. Là. Souvent, le standard qui est utilisé, c'est l'algorithme Levenberg-Markov qui permet de faire de l'optimisation non linéaire. Mais ça va juste nous amener à une forme de solution qui va être proche de notre point de départ typiquement, d'où l'importance d'avoir vraiment un bon point de départ parce que sinon, ça va être difficile d'obtenir vraiment une bonne performance si on n'a pas de bon point de départ. Il existe certaines méthodes d'optimisation globale, je n'en parlerai pas énormément, mais pour donner un exemple, Christian Gagné avait travaillé durant son doctorat sur des méthodes évolutionnaires avec Simon Thibault, qui est un de mes directeurs sur le sujet. Mais c'est ça, là, les méthodes d'optimisation globale, ils n'apprennent pas non plus en général à partir des données, puis ils vont pas. Ils vont ils vont permettre de résoudre certains problèmes, mais pas tous les problèmes. Puis finalement, un dernier point, le fiddling around, qui pourrait se traduire grossièrement par taponner en bon québécois avec le design, là, ou jouer avec le design. Donc, faire des changements un peu un mélange d'intuition et de chance. Par exemple, flipper une lentille de bord, espérer que la performance va être meilleure, changer le stop de place. Ce genre de changement-là. En fait, cette partie-là, ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait en apprentissage automatique quand on essaie de changer certains hyperparamètres ou d'essayer différentes architectures.
Puis en fait, c'est vraiment important ça dans la conception optique. C'est pas moi qui a inventé le terme, là. C'est quelque chose que j'ai trouvé dans un manuel de conception optique très populaire. Donc, l'auteur disait ici que le processus de jouer avec le design est quelque chose qu'on retrouve chez les designers optiques qui ont le plus de succès, puis que leur curiosité est de sorte que ça va leur permettre de jouer avec le design aussi longtemps que possible. Donc, ça ne sonne pas comme quelque chose d'idéal vraiment. En fait, ça sonne comme quelque chose qui pourrait être possiblement automatisé en partie éventuellement. On pourrait penser par exemple à un algorithme d'apprentissage par renforcement où on aurait un agent qui pourrait interagir avec son environnement, qui serait le logiciel de conception optique, qui aurait accès à un certain nombre d'actions discrètes, par exemple, comme on disait, flipper une lentille ou faire un processus d'optimisation locale, un cycle d'optimisation locale. Donc, l'agent n'aurait pas besoin d'être aussi bon qu'un concepteur optique parce qu'il ne serait pas limité en fait par son interface. Il pourrait interagir en parallèle sur plusieurs designs à la fois, puis effectuer le processus possiblement plus rapidement qu'un concepteur optique. En fait, cette idée-là que je viens de dire, ça ne sera pas le sujet de la présentation. Je m'excuse s'il y en a qui voulaient en savoir plus. C'était juste un exemple, en fait, de comment on peut appliquer l'apprentissage profond pour créer des outils pour les concepteurs optiques. Un autre exemple de ça, ce serait l'idée d'entraîner des algorithmes d'optimisation qui pourraient possiblement faire mieux que l'Evenberg-Markov sur des fonctions de coût en design optique. L'idée ici, c'est qu'en conception optique, souvent, on va avoir des fonctions de coût qui sont vraiment similaires d'un problème à l'autre. Puis le processus d'optimisation, on le répète vraiment souvent sur des problèmes différents, mais il y a quand même certaines tendances dans les fonctions de mérite qu'on pourrait essayer de capturer avec un algorithme d'optimisation qu'on entraînerait. Dans ce cas-là, ce serait une approche de style learning to optimize ou apprendre à optimiser. Une troisième idée pour créer des outils concrets pour les concepteurs optiques, ce serait de déconstruire. Donc là, ça va être quand même abstrait, là, mais je n'ai pas vraiment de solution pour ça tellement non plus, mais essayer de déconstruire les caractéristiques qui font qu'un design est bon, comme on le disait un peu tantôt, puis tenter de recombiner ces caractéristiques-là pour créer de nouvelles formes de design. Ça, en fait, comme problème, ça va être extrêmement difficile dû au peu de données qu'on a en conception optique. Donc, dans les banques de données, c'est difficile de trouver plus que des dizaines ou des centaines de designs. Ces designs-là vont tous avoir des structures optiques différentes. Par exemple, il y en a à 2 lentilles, il y en a à 6 lentilles. Donc, ce serait vraiment difficile, par exemple, d'appliquer des approches de modèles génératifs habituels comme des VAE ou des GAN. Donc, c'est ça. On peut essayer d'être plus modeste dans notre objectif, d'essayer d'extrapoler à partir de banques de données en conception optique. Donc, l'idée, c'est que si on a un certain nombre de données dans une conception optique, est-ce qu'on pourrait juste adapter ces designs-là à d'autres spécifications de façon à remplacer en fait les banques de données qui sont utilisées pour trouver des points de départ? Donc, ici, les concepteurs optiques, comme j'avais dit tantôt, quand ils connaissent leurs spécifications, la première étape, ça va être de trouver un point de départ, mais les designs qu'on retrouve dans les banques de points de départ ont juste été optimisés pour certaines spécifications discrètes, donc il faut les réoptimiser en fait à nos nouvelles spécifications. Donc, est-ce qu'on pourrait un peu automatiser cette partie-là, qui fournir directement des designs qui sont inspirés de notre banque de données, mais qui seraient déjà peaufinés à notre application, à nos spécifications? C'est surtout là-dessus qu'on s'est penché jusqu'à aujourd'hui, cette question-là. Puis on a créé en fait une interface web, une genre de démo, un peu pour montrer aux concepteurs optiques ce que cette méthode pouvait faire pour eux. Donc, ça s'utilise un peu de la même façon qu'une banque de design, c'est-à-dire on rentre nos spécifications de premier ordre dans l'interface. Donc, la longueur focale, on en a parlé déjà. Le F-number, c'est relié à l'ouverture, donc la quantité de lumière qui rentre dans le système. Le champ de vue. Donc, on utilise toutes ces spécifications-là. Clique sur le bouton, puis ce qui commence à apparaître, en fait, c'est des designs qui sont inférés par un réseau
neurones profonds là, qui est sous-jacent à la méthode. Donc, en fait, l'interface graphique vient interroger, elle ajoute un degré d'abstraction supplémentaire, elle vient cacher certaines choses qu'on ne veut pas nécessairement, parce qu'on ne veut pas nécessairement connaître tous les détails, puis ça vient interroger un réseau en arrière qui vient nous sortir des designs. Donc, si on se met encore dans la peau d'un concepteur optique, on peut imaginer que n'ayant accès à ça, on pourrait regarder rapidement les graphiques d'aberration puis avoir une vague idée de la performance de chaque design qu'on voit ici. Soit dit en passant, tous les designs-là sont pré-optimisés pour les spécifications qu'on voit ici. Donc, on peut vraiment les comparer sur un pied d'égalité puis avoir une idée de la performance qu'on peut atteindre avec ces designs-là. Donc, si tous les designs sont suffisants pour notre application, par exemple, on pourrait aller avec un triplet de code qui va avoir moins de lancers, moins de degrés de liberté, qui est plus facile à concevoir, puis moins coûteux à faire usiner aussi. Donc, rendu là, on peut télécharger le fichier qui correspond à cette lancée-là, puis continuer l'optimisation dans un logiciel commercial. Ce sera pas très long. OK. Donc, maintenant, je vais vous expliquer plus en détail comment ça fonctionne, cette méthode-là, puis surtout comment on entraîne le modèle, parce que j'avais dit tantôt qu'on a très peu de design en conception optique, donc ça prend d'autres mécanismes pour compenser, pour fournir un autre signal d'entraînement. Mais pour l'instant, on va assumer que le modèle est déjà pré-entraîné, un modèle DNN pour Deep Neural Network. Donc ici, l'idée, c'est qu'on vient donner nos spécifications en entrée au modèle et le modèle va nous sortir directement toutes les variables qui sont nécessaires pour modéliser notre design. Donc, les spécifications, j'en ai parlé déjà un petit peu, mais comme j'ai dit, l'application qu'on vient de voir, elle fait une couche d'abstraction supplémentaire, donc elle cache certaines choses. Donc, il y a certaines... ça diverge un peu de ce qu'on voyait dans l'application tantôt. Donc, ce qu'on fournit vraiment au modèle, c'est le champ de vue, le diamètre de pipée d'entrée qui est relié à notre F-number. Ici, en fait, on ne va pas fournir la longueur focale parce qu'il y a moyen de normaliser les systèmes optiques pour qu'il y ait une longueur focale unitaire. Puis ensuite, on peut juste les remettre à l'échelle pour accommoder la longueur focale qu'on veut. Il y a aussi d'autres spécifications là, ici que je n'ai pas incluses. C'est ça, en fait, ce n'est pas des détails si importants à savoir. Et aussi, le plus important probablement, ici, on fournit la structure optique. Donc, on fournit une séquence de caractères qui correspond à la structure optique qu'on veut en bout de ligne, donc la séquence précise d'éléments de verre et d'espace d'air et aussi la position du diaphragme d'ouverture. Ça, c'est quelque chose qu'on donne en entrée au modèle, donc ce n'est pas le modèle qui va essayer d'inférer la bonne structure. Puis tout ça, ça roule très rapidement. Donc, quand on veut faire de l'inférence, c'est ça que LensNet fait aussi, l'application, on peut juste interroger le modèle sur plusieurs structures optiques qui sont définies d'avance. On peut faire une recherche rapide puis sortir ensuite de ça les meilleurs designs qui sortent du modèle. Pour le système optique maintenant, comment on modélise ça? D'abord, pour le profil des surfaces, on va juste garder un paramètre qui est la courbure sphérique. En fait, il existe d'autres façons de modéliser les surfaces, mais les lentilles sphériques, c'est ça qui est le plus utilisé en pratique parce que c'est plus facile à usiner, donc ça coûte moins cher à faire produire. Donc ici aussi, on garde les surfaces sphériques seulement. On modélise aussi les épaisseurs des éléments de verre et des espaces d'air qu'on a. Pour les verres maintenant, je vous avais dit tantôt que chaque verre va avoir sa propre relation de dispersion. Donc, on garde seulement deux paramètres qui résument la relation de dispersion. Ce n'est pas parfait, mais c'est assez précis pour notre application. Donc, ça, c'est l'indice de réfraction à la longueur d'onde qu'on avait tantôt, 587 nanomètres. Puis V, c'est le AB number, ça donne une idée de la dispersion qu'on a.
Un petit détail ici, la dernière courbure, on ne va pas l'inférer avec le reste des variables. En fait, on va la calculer sur le vif pour s'assurer que notre longueur focale est 1. C'est comme ça qu'on normalise notre système optique. Le modèle en tant que tel, je ne vais pas m'attarder là-dessus. Je vais juste donner d'abord un peu les raisons pourquoi on n'utilise pas un réseau juste fully connected. En fait, c'est ça qu'on utilisait initialement, mais un réseau fully connected, c'est un nombre prédéfini d'input et d'output. Donc, ça peut juste opérer sur une structure optique à la fois. Mais je vous ai parlé tantôt de l'aspect qu'on voulait un peu comme déconstruire les designs, trouver les caractéristiques qui font qu'ils sont bons, puis essayer de les reconstruire. En fait, si on veut faire ça, ça prend du partage d'informations entre les différentes structures optiques. Donc, par exemple, si on fournit plein de lentilles double gauge à 6 lentilles, qui ont 6 éléments de verre distincts, puis qu'on veut s'inspirer de ça pour inférer des lentilles à juste 5 éléments de verre, ça prend du partage d'informations entre les différentes structures. Donc, c'est pour ça qu'on va vers un modèle dynamique au lieu de ça. Pour l'architecture, on s'est inspiré beaucoup de en fait, du modèle Bag of Words en traitement du langage. Donc, l'idée ici, c'est que chaque élément de la séquence qu'on passe va avoir son propre vecteur d'encodage. Par exemple, le fait qu'on veut inférer une courbure au premier pas de temps, on va remplacer ça par un vecteur par exemple, d'une dimensionnalité de 128, qui va être appris en même temps que tous les autres paramètres du réseau. Donc, c'est ça. On encode chacune de nos spécialisations, de nos 4 spécialisations ici. Ils vont avoir leur propre encodage. Donc, le réseau récurrent qu'on utilise va pouvoir s'adapter à ce qu'il reçoit en entrée puis pouvoir adapter ses prédictions en conséquence. Pour le modèle dynamique, ça nous prenait juste un modèle qui pouvait opérer sur des séquences qui ont différentes longueurs. On a utilisé le réseau récurrent parce que sur notre problème, c'est ça qui convergeait le plus rapidement, mais on a considéré aussi le CNN et le transformer. Et donc, ici, bon, c'est ça. À chaque pas de temps, en fait, on va inférer une partie du design. Donc, ici, on sort une courbure. Ici, on sort les matériaux de verre, une épaisseur, ainsi de suite. Donc, c'est un peu ça l'idée ici, derrière notre architecture. Maintenant, comment on entraîne ça? Je l'ai déjà mentionné à quelques reprises, mais juste utiliser de l'entraînement supervisé, ce ne serait pas suffisant parce qu'on a juste une poignée de design. Puis ce n'est pas évident de faire, par exemple, l'augmentation de données sur ce problème-là. Donc, ça prend un autre mécanisme d'entraînement, ça prend un autre signal de supervision, en fait, pour arriver à généraliser à d'autres spécifications. Pour ça, on utilise en fait, ce n'est pas tout à fait vrai de dire que c'est de l'entraînement non supervisé parce que on supervise quand même dans ce cas-là. C'est pas de l'entraînement supervisé traditionnel, si on veut. Donc, ici, l'idée, c'est qu'on s'inspire de ce qui se fait en conception optique. Donc, en conception optique, normalement, on a notre design. On fait du tracé de rayons optiques, comme on a vu tantôt, là, où on trace des rayons en appliquant Snell Descartes successivement sur notre design. Puis, on vient calculer notre perte optique, notre fonction de mérite optique, qui essentiellement essaie de cibler c'est quoi un bon point de départ en conception optique. Donc, la première étape, c'est de cibler la performance optique pour ça. On utilise ce qui s'appelle le RMS spot size pour ça. Donc, ça veut dire que tous les rayons qui viennent d'un même point dans l'espace objet, on veut qu'ils convergent à la même place sur le plan image. Donc, on calcule un peu la déviation moyenne là, avec notre RMS spot size, puis on veut que ce soit le plus petit possible pour avoir l'image la plus sharp possible. Un autre aspect, en fait, initialement, à cause de notre modèle qui est initialisé aléatoirement, nos designs optiques vont être vraiment très mauvais au départ, puis 30 à 40 des rayons ne vont même pas se rendre au plan image parce que, ou bien ils vont manquer la surface complètement, ou sinon, ils vont être réfléchis avec la réflexion totale interne. Donc, on veut éviter ces comportements-là. On veut quand même pouvoir cibler ces rayons-là, même si on ne peut pas s'en servir dans le RMS spot size. Donc, on s'en sert en fait pour faire
pour créer un terme de pénalité basé sur le comportement des rayons pour s'assurer que ces rayons-là rentrent dans le rang et qu'ils se rendent au plan image. Puis ensuite, la perte sur le MS-POT 16 va pouvoir continuer le travail, si on veut. Deux autres aspects. Il n'y a rien qui nous garantit que nos matériaux de verre, là, donc le nombre d'Ab et l'indice de réfraction, vont correspondre à des vrais verres qu'on peut se procurer sur le marché. Donc, on veut aussi cibler la distance entre chaque verre qu'on infère qui sont plus proches voisins dans un vrai catalogue de verres. Et dernière chose, on veut cibler également la forme des lentilles parce que on ne veut pas de lentilles qui sont trop minces et qui seraient cassantes, puis on ne veut pas non plus de lentilles qui seraient trop épaisses, qui coûteraient trop cher à manufacturer, parce que souvent, une lentille épaisse, en fait, ça peut être remplacé par juste une lentille plus mince avec un espace d'air. Donc, on vient cibler ça aussi. Maintenant, pourquoi, à l'inverse de tantôt, pourquoi on ne peut pas juste utiliser l'entraînement non supervisé? En fait, c'est vraiment la même raison que ce qui est à la base de tous les problèmes en conception optique, qui est qu'on va tomber en fait dans un mauvais minimum local. Donc, on va arriver à un certain point que notre réseau sera plus capable d'optimiser les designs davantage parce que lui, il va être convaincu que ce qui sort, c'est la bonne chose et qu'il ne peut pas faire mieux. Donc, c'est ça. Ça prend aussi un signal de supervision un peu pour dire où chercher. Donc, c'est là qu'on intègre nos designs de référence qu'on a dans notre jeu de données. Donc, on a un certain nombre de designs de référence qui ont été optimisés pour certaines spécifications particulières. Donc, on reprend ces spécifications-là, on les passe à notre modèle qui sort des designs optiques. On veut s'assurer que les deux designs soient la même chose. Donc, on va calculer l'erreur MSA sur les couples de variables. Ça va donner notre erreur supervisée. En pratique, quand on fait un pas d'entraînement, on va juste calculer ça sur une batch non supervisée, calculer la perte supervisée sur une batch supervisée. On fait une moyenne pondérée des deux, puis on va faire notre pas d'optimisation sur notre modèle. Donc, ça, je viens de décrire comment on fait un seul pas d'entraînement. Puis on applique ça jusqu'à convergence. Quelques mots maintenant sur nos données qu'on utilise. On prend la banque de données ZBase, qui a 600 designs au total, mais il y en a juste 150 qu'on peut modéliser avec les outils de tracé de rayon qu'on a en ce moment. Puis la façon qu'on modélise les lentilles, là, par exemple, le fait qu'on a juste des lentilles sphériques, ça fait en sorte qu'on doit rejeter en fait les designs qui auraient des surfaces asphériques, par exemple, ou d'autres types de surfaces. Nos 150 designs sont recoupés à travers 80 structures optiques différentes. Par exemple, on va avoir vraiment beaucoup de doublets cimentés, de triplets de Cook, puis de lentilles de double gauss, mais il y a certaines structures optiques qui vont juste avoir un représentant par structure. Maintenant, un dernier détail sur l'entraînement. Donc, dans l'entraînement non supervisé, en fait, j'ai oublié de le mentionner, mais de la façon qu'on génère nos spécifications, le but, c'est d'être le plus varié possible pour chaque. Donc, en fait, pour revenir, l'entraînement non supervisé, on crée une grande variété de spécifications qu'on va passer à notre modèle. Donc, le but, c'est vraiment de voir un grand nombre de spécifications au travers de plusieurs structures optiques différentes. Donc, maintenant, je vais vous expliquer comment on décide de ces spécifications-là. En fait, l'idée, comme je vous avais dit un peu tantôt, on essaie de rester un petit peu modeste puis de rester proche de ce qu'on a dans notre banque de données. Donc, ce qu'on voit ici, par exemple, les points, ça correspond à des designs de référence. Et on voit plusieurs familles de designs. Là. Par exemple, ici en jaune, on a des doublets avec un espace d'air. Donc, deux lentilles séparées par un espace d'air. Tandis qu'en vert, ici, on a un design double gauss. Donc, ici, on voit les spécifications, le champ de vue et le diamètre de pupille d'entrée. Puis, on voit que ces designs-là, en pratique, ne sont pas utilisés pour les mêmes spécifications parce que, bien, évidemment, le double gauss a plus de degrés de liberté. Il est capable d'accommoder des plus grandes, en fait, des spécifications plus difficiles. Donc, on s'inspire de ça quand on crée nos domaines d'entraînement, desquels on crée aléatoirement des coupes de spécifications. Donc, on vient tracer des genres de boîtes comme ça autour de nos
spécification de référence. Maintenant, pour ce qui est des résultats, je vais aller vraiment rapidement là-dessus pour ne pas vous assommer. On a vu plusieurs résultats qualitatifs tantôt avec l'application. Maintenant, c'est plus du côté quantitatif. Ce tableau-là, ça représente des quantités qui expriment essentiellement est-ce que le point de départ qui m'est sorti, c'est quelque chose que je pourrais manufacturer, qu'il soit bon ou non? Est-ce que c'est quelque chose que je pourrais vraiment comme, générer et qui aurait la même performance que ce que j'ai eu dans ma modélisation? Donc, en fait, les deux premières lignes, c'est sur la proportion des échecs de tracé de rayon qu'on trouve. Donc, ce qu'on voit, c'est que la proportion est quand même pas si élevée que ça. Donc, il n'y a pas beaucoup de designs qui vont être affectés par des échecs de tracé de rayon. Ce que ça veut dire, en fait, quand on a des échecs de tracé de rayon, c'est que nos spécifications ne sont pas respectées. Donc, si on veut garder le même design, il faudrait baisser le champ de vue ou baisser l'ouverture. Maintenant, pour ce qui est du ratio diamètre sur épaisseur des éléments de verre, on est dans cette région-là, donc ça ressemble à ce qu'on voulait, à ce qu'on trouve en pratique pour ces ratios-là. Maintenant, pour ce qui est des variables de verre, quand on les compare à leurs plus proches voisins dans le catalogue Schott, qui est un des manufacturiers de verre les plus populaires, on voit que l'erreur moyenne qu'on a sur ces variables-là est plus faible, en fait, que la tolérance du manufacturier. Donc, ça ne sera pas un problème non plus. Ça veut dire que les verres qui sont inférés sont représentatifs des verres réels qu'on peut se procurer. Pour ce qui est de la performance optique, maintenant, je vais résumer très grossièrement ce qu'on a trouvé. Donc, les observations qu'on a faites, ce qu'on a vu essentiellement, c'est que le RMS Spot 16 des designs inférés était un peu meilleur en général que les designs de référence pour 75% des structures optiques. Mais ça, il faut faire un peu attention avec cette donnée-là parce que ça ne représente pas tout le portrait. C'est qu'ici, en fait, on n'a pas les mêmes contraintes qu'on a en pratique. Mais ces contraintes-là, en fait, ils peuvent souvent varier de problème en problème. Donc, on voulait rester général puis pas prendre en compte toutes les contraintes. Un exemple de contrainte qui peut être utilisé en pratique puis que nous, on ne prend pas en considération, c'est la longueur focale arrière, donc la distance entre la fin de notre design et le plan image où on va mettre notre capteur. Souvent, on veut s'assurer que cette longueur focale arrière-là soit supérieure à un certain seuil pour pas avoir d'ennui lors de l'assemblage. Mais ici, nous, le modèle n'aura pas de problème en fait à générer des designs qui ne correspondent pas à cette situation-là. Quoique le fait qu'on a un a priori, qu'on a injecté des connaissances antérieures qui viennent de design de référence dans notre modèle, ça va faire en sorte que ça va quand même bien se comporter au niveau de ces autres contraintes-là qui n'apparaissent pas dans notre fonction de mérite. Pour ce qui est de la distorsion maintenant, la distorsion, c'est quelque chose qui n'est pas du tout ciblé dans notre fonction de mérite non plus. Donc, c'était une belle surprise de voir en fait que pour la plupart des structures optiques, notre distorsion était comparable à ce qu'on retrouvait dans les designs de référence. Donc, c'est ça. Encore une fois, c'est peut-être à cause du fait qu'on utilise des designs de référence pour superviser l'entraînement. Ce qui fait en sorte que les designs qui sont inférés ne vont pas avoir une distorsion qui est trop élevée. Maintenant, les défis qui restent à résoudre pour l'avenir sur ce problème-là. Là, je vais plus lister ceux qui sont au niveau de l'apprentissage automatique parce qu'il y en a aussi plusieurs également du côté du design optique. Par exemple, modéliser différents types de surfaces, des surfaces asphériques, des miroirs, ainsi de suite. Du côté plutôt de l'apprentissage automatique, en fait, ce que j'ai montré ici, le modèle qu'on a, il ne présente pas de bonnes réponses au fait qu'en design optique, on a un mapping qui est one-to-many. Ce qui veut dire que pour certaines spécifications, en fait, on a plusieurs formes de design vraiment variées qui peuvent correspondre à ces spécifications-là puis qui peuvent être considérés des bons designs pour ces spécifications-là. Ce n'est pas quelque chose qu'on capture en ce moment. Même si on rajoute du bruit aléatoire en entrée du modèle, en fait, ce qu'on observe, c'est que le modèle a tendance à converger vers certaines formes de design, puis il ne va pas essayer de capturer toute la diversité qu'on pourrait trouver en pratique. Donc, on pourrait penser peut-être à des modèles génératifs qui pourraient essayer
qui pourraient permettre de combler ce problème-là, par exemple des VAE ou des GAN. Par contre, on ne peut pas vraiment les utiliser tels quels parce qu'il faut trouver une façon d'intégrer notre perte non supervisée avec le tracé de rayon. Puis l'autre défi, en fait, ça revient à ce que je disais aussi tout à l'heure. Ici, on s'est limité à un but plus modeste qui était un peu de créer une banque de données continue qui est plus pratique à utiliser, mais en fait, on ne crée pas vraiment de nouvelles formes de design. Là, souvent, le modèle va se limiter à ce qu'il voit dans les designs de référence. Il va adapter ces formes-là légèrement, mais il ne va pas créer vraiment des nouvelles formes vraiment innovantes. Donc, ça, c'est un autre aspect sur lequel on travaille, d'essayer par exemple, d'inférer des designs sur des structures optiques pour lesquelles on n'a pas de design de référence lors de l'entraînement. Donc, c'est ça. On travaille là-dessus. C'est pas tellement facile comme problème. Maintenant, je vais conclure juste en faisant un lien rapidement avec la vision numérique. C'est un autre projet qu'on a en ce moment. En fait, comme Jean-François l'avait dit un peu dans sa présentation il y a quelques semaines, souvent en pratique, on va juste utiliser les images telles quelles. On va les traiter comme des tableaux de données en 2 dimensions ou 3 dimensions. Puis on va appliquer directement nos modèles d'apprentissage sur ces images-là pour faire de la classification ou de la segmentation ou peu importe. Puis on ne fait pas vraiment attention au processus d'acquisition, puis en particulier à l'optique qui a été utilisée pour créer ces images-là. En fait, les systèmes optiques, typiquement, qui ont été utilisés pour créer les jeux de données qu'on utilise en vision, par exemple ImageNet ou une grande partie des jeux de données qu'on utilise, c'est des systèmes optiques qui ont été optimisés pour la qualité d'image seulement. Donc, le but derrière les fonctions de mérite qui sont utilisées en optique, c'est vraiment d'avoir une image qui va plaire à l'œil, donc une image qui a peu de distorsion, qui a peu d'aberration chromatique. Mais en fait, si on s'intéresse juste à la classification ou à la segmentation ou n'importe quoi, ça pourrait être pratique d'avoir des systèmes optiques qui ne sont pas optimisés pour cette fonction, pour la qualité d'image, mais qui sont optimisés directement pour notre tâche qu'on va utiliser en aval. Donc, une façon de faire ça, en fait, ce serait par exemple d'utiliser notre banque d'images et de simuler numériquement le comportement de notre système optique. Donc, tout ça, ça peut se faire de façon différenciable, de la même façon que j'ai implémenté un tracé de rayon optique différenciable pour créer ma fonction de perte non supervisée. Donc, tout ça, ça peut être différenciable, ça peut être intégré à PyTorch ou d'autres plateformes de différenciation automatique. Donc, l'idée ici, c'est qu'on pourrait créer des images intermédiaires c'est ça, là, qui sont essentiellement comme si on avait utilisé notre système optique sur notre image qui serait notre scène dans cette situation-là et sur nos images intermédiaires qui sont simulées numériquement, on pourrait appliquer notre modèle d'apprentissage. Et une fois qu'on a ça, en fait, c'est qu'on pourrait optimiser conjointement notre modèle d'apprentissage avec le système optique de façon à ce que l'un puisse compléter l'autre. Donc, je vais donner intuitivement un peu quelques exemples qui peuvent donner une idée de quel genre d'informations on pourrait encoder et comment ça pourrait être utile. Par exemple, pour de la classification, on pourrait penser que la distorsion, ce n'est pas quelque chose qui est important, même si l'image a une forte distorsion, probablement que le modèle d'apprentissage va être capable de compenser pour ça. Donc, si on n'est pas contraint à avoir une distorsion qui est en dessous de, mettons, 1 ou 2 peut-être qu'on pourrait faire un compromis et avoir un design qui a vraiment plus de distorsion, mais qui, en contrepartie, va avoir une qualité d'image qui est vraiment meilleure, donc des images plus sharp, qui pourraient peut-être mener à une meilleure classification. Donc, en faisant ça, par exemple, peut-être qu'on pourrait avoir un design, en fait, qui aurait moins de degrés de liberté, qui coûterait moins cher à usiner, mais qui serait aussi bon en classification ou meilleur. Un dernier exemple, cette fois-ci pour la détection de la profondeur. En fait, normalement, on tente toujours d'éliminer l'aberration chromatique parce qu'on ne veut pas d'halo bleu ou rouge dans nos images. Mais en fait, on pourrait penser que si
le but de notre opération, c'est de faire la détection de profondeur, ben, on pourrait utiliser en fait l'aberration chromatique pour encoder d'une certaine façon la profondeur dans nos images intermédiaires. Donc, l'aberration chromatique, ça peut dépendre de la profondeur. Et si on encode cette information-là, ben, on pourrait penser qu'un modèle d'apprentissage pourrait arriver à décoder cette information-là et à faire une meilleure estimation sur la profondeur que ce qu'on aurait autrement. Donc, ça fait le tour en fait de ce que je voulais présenter aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là jusqu'à la fin. Puis, si vous avez des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre. Merci, Geoffroy. Je pense que tout le monde t'applaudit virtuellement. Allez hop, je vais voir des applaudissements virtuels. Bah, Julie, c'est beau. Pour motiver les troupes un petit peu, là. Corinne, Thierry, excellent. Bon, ben, j'en ai vu Popeye, c'est bien. Denis aussi, bon, ben, magnifique. Tu vois, il suffit d'encourager, puis tout le monde embarque. Je vais faire la même chose avec les questions. Je ne sais pas si... merci tout d'abord de l'excellente présentation, puis aussi de nous avoir montré qu'il y avait peut-être un peu moins de taponnage en lens design qu'il y en avait avant, grâce à toi. Fait que, je ne sais pas si l'audience, les gens parmi vous là, avaient des questions. N'hésitez pas à activer votre micro. Je vous rappelle que si, comme Annette l'a dit, là, si vous activez votre micro, là, on va tout mettre ça sur YouTube. Là, fait que soyez prévenus qu'on va attendre votre voix. Mais il n'y a rien là. C'est pas si pire que ça. J'ai déjà essayé, puis ça fait pas mal. Fait que vous êtes correct. Vas-y, Denis. Denis, tu peux aller avec ta question si tu veux. Sinon, les autres aussi, n'hésitez pas à lever la main là, sur Zoom, là, puis on vous prendra dans l'ordre. Oui, j'aurais une petite question, François. En fait, Geoffroy, merci pour la présentation. C'est intéressant de voir ce que tu as fait. Quand tu as fait la démo du logiciel Lensnet, oui, c'est ça, j'avais oublié le nom. Est-ce qu'il y a une limite au nombre de designs qui sont suggérés? Parce que finalement, ce que je comprends, c'est qu'il peut y avoir là-dedans une quantité très, très imposante de designs. Est-ce que le logiciel arrête à un moment donné de suggérer des designs qui pourraient être farfelus ou il laisse le soin à l'utilisateur de faire son choix? Parce que des fois, tu peux aller sur Internet, tu fais une recherche, puis tu as 2500 retours. Avoir 2500 retours sur une requête, c'est comme pas en avoir. Tu ne peux pas commencer à regarder 2500 designs pour voir lequel serait le plus susceptible et intéressant pour toi. Oui, c'est une bonne question. En fait, j'en ai pas parlé, mais la réponse est quand même simple. Ce qu'on montre là, en fait, c'est ce qu'on avait dans nos domaines d'entraînement. Donc, par exemple, si l'utilisateur il rentre un champ de vue puis un diamètre de pupille d'entrée qui correspond à mon point ici, on fait juste une recherche rapide, en fait, sur les structures optiques dont le domaine d'entraînement englobait ce point-là lors de l'entraînement. Donc, ici, dans notre exemple, en fait, je montre juste 9 des 80 structures optiques, mais là, on garderait juste la structure qui correspond au gris. C'est la seule qu'on sortirait. Donc, c'est ça que l'Internet fait. C'est un peu de ça que je parlais aussi quand je disais qu'il y avait comme une couche d'abstraction supplémentaire, c'est que ça vient... on ne veut pas que les utilisateurs aient à savoir c'est quoi les domaines d'entraînement sur lesquels le modèle a été entraîné. Donc, ça cache cette information-là, puis ça ressort directement les designs. OK, merci. Merci. Ça répond à ma question. Merci, Denis. D'autres questions dans l'audience? Je vais peut-être y aller avec une d'abord pour encourager tout le monde à penser à ces questions ou leur laisser le temps. Quand tu disais tout à l'heure d'entrée de jeu, tu en as parlé un peu à la fin aussi là, de l'extension à d'autres types de lentilles, notamment des lentilles asphériques ou d'autres lentilles plus complexes. Qu'est-ce que tu penses que tu aurais besoin de faire là, si tu voulais étendre ton système à être un peu plus, peut-être plus riche, des structures de lentilles encore plus complexes? Oui, en fait, notre architecture est modulaire là, dans le sens que pour l'instant, on a 4 spécialisations, si on veut, pour dire qu'on veut inférer un rayon de courbure, des variables de verre, une épaisseur, ou encore dire qu'à cet endroit-là, c'est là qu'on va avoir le diaphragme d'ouverture. Mais on pourrait penser qu'on pourrait rajouter d'autres spécialisations. Donc,
Par exemple, si quelqu'un veut avoir une lentille asphérique à un certain endroit dans le design, puis souvent c'est ça qui se fait en pratique. On ne va pas vouloir mettre des asphériques partout Ouais. parce que ça coûterait trop cher. On va juste en mettre à un endroit, la surface en fait, où on peut avoir le plus de succès. Donc, on pourrait ajouter par exemple une autre spécialisation pour la surface asphérique. Par contre, là, ça prendrait probablement des designs de référence qui auraient également ça dans le. Qui utiliseraient cette surface asphérique-là pour avoir. Pour pouvoir superviser l'entraînement. Et puis également, il faut prendre ça en compte dans le tracé de rayon, là, ce qui n'est vraiment pas si simple que ça. Puis l'aspect tracé de rayon, quand tu dis que c'est pas si simple, est-ce que ça serait. Est-ce que tu es limité, dans le fond, si tu n'es pas capable de le faire de façon différenciable, t'es fait ou. Oui, ben, c'est ça. Ben, la plupart mettons, des aspects optiques qu'on voudrait implémenter sont différenciables, je crois, à la base. Donc, ça pourrait ultimement être implémenté c'est ça, dans PyTorch ou TensorFlow ou de quoi du genre. Donc, ça n'amène pas vraiment de défis supplémentaires à ce niveau-là, mais ça, là, souvent, il va y avoir du calcul itératif. Puis c'est des opérations aussi qui peuvent échouer dans certains cas. Là. Donc, par exemple, on peut penser que si on a une surface asphérique qui a un profil euh, vraiment, parce que vraiment, vraiment particulier, là, ondulaire si on veut, ben là, le rayon pourrait intersecter à plusieurs endroits dans ce profil-là. Puis ça amènerait des problèmes. Là. Donc, c'est tous des aspects qu'il faudrait prendre en compte si on fait ça. Et sinon, il y aurait toujours moyen aussi d'essayer d'apprendre notre tracé de rayon, d'entraîner un autre réseau, par exemple, à reproduire le tracé de rayon. OK, merci. Une petite dernière, François, juste Vas-y, Denis. pour pousser un peu Geoffroy à ses limites. Tu connais sûrement Anne-Sophie Poulin-Girard, qui a travaillé avec des lentilles panomorphes. Est-ce que tu penses que ça pourrait éventuellement, ton approche, s'étendre à ce genre de lentilles un peu sulfureuses? Oui, mais c'est une bonne question. Puis Simon aussi était intéressé à ça parce que Simon Thibault collabore souvent avec Immervision, là, qui travaille dans le design de lentilles comme ça. Puis en fait, c'est ça, la difficulté, ce serait vraiment au niveau du tracé de rayon. Parce que c'est ça, les lentilles grand angle, c'est vraiment particulier. Là, il y a beaucoup de distorsion pour permettre à toute la lumière de rentrer au travers du système, même la lumière qui vient de derrière le système, si on veut. Donc, c'est ça, là, ça vient avec beaucoup d'enjeux au niveau du tracé de rayon, puis ce serait difficile. Ce serait faisable, je pense, mais très difficile. Bon, on s'entend que c'est pas là qu'est le marché, là. Mais Ouais, c'est des Ouais, lentilles. exact. J'aurais besoin d'une lentille Panama, tu n'entends pas ça tous les jours. Mais c'est justement, là, je voulais juste voir, tu sais, quelle était ton opinion là-dessus, étant donné que tu as travaillé sur des lentilles plus classiques. C'est quand même intéressant de voir si ça généralise bien. Mais on comprend bien que c'est des lentilles assez rock'n'roll. Donc, c'est sûr que, bon, on ne peut pas s'attendre à des miracles non plus. Merci de ta réponse. Et aussi que je vois actuellement, il est en train de regarder, c'est un peu dans la même ligne, là, mais il regarde des lentilles de microscope. Ça, c'est pas tant ésotérique, mais il y a quand même des structures assez précises. Puis c'est ça, fait qu'il est en train d'essayer de voir si un domaine un peu plus restreint, par exemple juste des lentilles de microscope, est-ce que cette approche-là peut s'appliquer aussi. Là. C'est ongoing work. Peut-être que dans quelques mois, Geoffroy, tu reviendras nous en parler. Fait que, ça conclut, je pense que. Est-ce qu'il y avait d'autres questions, peut-être pour finir, une dernière, ou je pense que ça fait le tour? Ça marche. Je ne sais pas si Annette, tu voulais dire les derniers mots, mais merci Geoffroy de ta présentation. Puis merci tout le monde d'avoir été là. Merci beaucoup, Geoffroy. Puis je voulais dire aussi que la semaine prochaine, il y aura le colloque Servim qui sera le matin du 14 mai. Et la semaine suivante, le 21 mai, ce sera le webinaire Servim de Saïd Moradi. Donc, merci encore. Merci. On se revoit là. Merci tout le monde. À la prochaine. Merci, Bye.